Alors aujourd'hui, on est là pour parler des premiers pas dans le langage M. Juste avant, on va revenir un petit peu sur les dernières news communautaires et puis je vous ferai les habituelles présentations des nouveautés de la release du mois de novembre et ensuite je laisserai donc la main à Thomas. Donc juste quelques petites rappels de bonnes pratiques vu qu'on est en ligne. Alors juste, si je veux bien démarrer, hop. Donc, vu qu'on est en ligne, merci de désactiver vos caméras et micros juste pour pas interférer, de pas partager vos écrans, ce qui va de soi. Si vous avez des questions ou des choses à partager, n'hésitez pas à utiliser la petite option lever la main sur Teams ou même à poser vos questions et à participer directement dans l'espace chat où on pourra chacun répondre. Donc, pour vous rappeler aussi, donc, ce meet-up est enregistré et que vous le retrouverez ensuite sur la chaîne YouTube du Club Power BI. Donc, à propos des news communautaires, le Club Power BI est reparti pour une saison 6. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient pour une première fois, je vous rappelle ou je vous informe que le Club Power BI a été cofondé donc, il y a 5 ans par Jean-Pierre et Tristan à Paris. Et puis, suite à ça, quelques antennes locales, on va dire, se sont ouvertes, donc avec Guillaume à Lille, Philippe à Strasbourg, Joël et Franck à Aix-Marseille, qui feront d'ailleurs un prochain meet-up dans 10 jours, et Paul et Mohamed à Nantes. Donc Thomas et moi représentons Lyon, et bientôt, on espère, on aura une nouvelle équipe à Bordeaux qui attend avec impatience de pouvoir faire un premier meet-up en présentiel plus pour le lancement bordelais. Donc 5e saison pour le Club Power BI et si vous aviez qu'un seul site à retenir, ce serait celui-là, donc clubpowerbi.com qui vous redirigera en fait vers tous les différents canaux du club. Donc à commencer par les meet-up qui vous permettent en fait de vous inscrire et de participer à des sessions comme aujourd'hui, ou la chaîne YouTube qui est un important relais de nos meet-up puisqu'on y stocke en fait tous les meet-up qu'on fait. Donc plus aujourd'hui ont été ajoutées récemment les vidéos du Power Saturday qui avaient eu lieu en juin. Donc tout ça pour dire que ça commence à faire quand même quelques heures de contenu intéressant et que vous pouvez consulter et reconsulter à loisir. Vous avez aussi le forum du club, enfin via le Club Power BI, vous pourrez arriver sur le forum du Power BI User Group, donc qui commence à être bien actif et qui a quand même cette particularité d'être tout en français. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, vos cas d'usage ou même à répondre à d'autres tout en français sur ce forum. Et puis, si ça vous intéresse aussi, le Twitter du club. Donc, pour parler d'un événement communautaire qui va avoir lieu cette semaine, jeudi et vendredi, le Power Platform Friendship Meet, donc, qui est organisé par une toute nouvelle communauté qui est la BISAP Sunch Community et la communauté AOS, avec le soutien donc, de Microsoft et du Club Power BI. Donc cet événement sera cette semaine sur 2 journées, une journée plutôt business, une journée plutôt technique. Il y a un agenda très sympa, je vous invite à aller voir le site de l'événement. Donc je vous affiche rapidement ici, sur lequel vous retrouverez l'agenda, sur lequel vous pouvez surtout vous inscrire. Donc l'événement sera totalement en ligne. Et il y a déjà plus de 1200 personnes attendues, donc ça risque d'être très sympa. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui sont apparues dans Power BI sur la release de novembre, donc qui est tombée à point parce que pour tout vous dire, on a quand même enchaîné les meet-up depuis la rentrée et je commençais à me dire que j'aurais rien à vous raconter sur les nouveautés jusqu'à la release de novembre qui est sortie jeudi, donc le 12, et qui en fait comporte un certain nombre de nouveautés sympas. Donc j'en ai recensé plus d'une vingtaine et j'ai juste décidé de parler de 5 aujourd'hui, qui sont la nouvelle vue du modèle, les nouvelles listes de champs, le curseur de zoom au niveau des line charts, le bouton appliqué à tous les filtres qui passent en fait en dispo général et la nouvelle interface du service qui sera pareil en dispo général à partir de maintenant, et de vous faire partager une petite astuce que j'ai découverte cette semaine grâce à un collègue d'Azeo.
Donc voilà pour le programme, sachant que, je vous le redis, on a un prochain meet-up qui est prévu le 27 novembre, qui sera fait par Joël et Franck à Marseille et qui, je pense, reparcourront certaines autres nouveautés que je n'aborderai pas aujourd'hui. Donc, on va passer sur Power BI. Hop. Alors, la première nouveauté dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle vue du modèle. Donc là, je suis juste sur un Power BI de démonstration qu'on utilise chez Azeo, que vous avez peut-être déjà vu, que vous avez peut-être déjà croisé sur d'autres meet-up. Juste pour vous expliquer, c'est un rapport qui est en import de données et qui a 2 fichiers Excel comme source de données. Donc, si je passe au niveau du modèle, alors, premier point, cette nouveauté n'est pas en preview. Par contre, la première fois que vous allez aller, que vous aurez téléchargé la release de novembre et que vous allez aller dans la vue modèle, vous allez avoir en fait un bandeau comme ça, parce que du coup, moi, il ne me l'affiche plus, qui va s'afficher juste au-dessus, vous disant qu'il y a une mise à jour, une mise à niveau disponible du modèle de la vue modèle et que vous pouvez effectuer, que vous pouvez mettre à jour, mais que, attention, si vous faites la mise à niveau, ce sera de façon permanente et vous ne pourrez pas revenir sur l'ancienne vue. Donc moi, j'ai fait mettre à niveau et c'est pour ça que je n'ai plus ce petit bandeau que vous voyez. Donc quand vous faites la mise à niveau, plusieurs choses, et c'est pour ça que je vous précisais les sources de mon rapport, vous allez avoir une nouvelle icône qui va apparaître à côté de chaque titre de table et qui va préciser en fait la nature, enfin la connexion de vos sources. Donc moi, je suis en import de données sur ce rapport et sur toutes les tables. Donc du coup, vous avez la petite icône import de données sur toutes les tables qui va s'afficher. Juste à titre d'information, parce que du coup, je pouvais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer les autres icônes possibles. Hop. Si vous étiez, donc c'est en import de données, c'était mon cas. Si vous étiez en direct query, vous auriez les 2 petites flèches. Si vous étiez en live connection, vous auriez avec la petite icône web et en dual mode, vu qu'on est à la fois sur du direct query et de l'import, vous avez en fait un mix des 2 premières. Donc voilà pour la première nouveauté sur la vue modèle qui est assez sympa, je trouve. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au niveau donc, des propriétés, vous allez avoir des nouvelles propriétés disponibles au niveau des cartes, donc comprendre au niveau des tables. Et vous allez pouvoir afficher ou pas. Là, dans mon cas, ça va rien afficher, mais vous pourriez afficher la base de données. Donc, en fait, si vous cliquez sur oui, en dessous du nom de la table, il va afficher la base de données de laquelle est issue la table que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez aussi afficher, et ça, par contre, je trouve ça vraiment super pour les deux nouveautés. Donc, vous avez donc déjà la possibilité de réduire ou développer maintenant tous les champs. Et si vous êtes sur des champs réduits, vous allez avoir la possibilité d'afficher de façon permanente la clé, donc au niveau de la table, donc ce qui est sympa parce qu'au moins vous voyez comment sont faites vos liaisons sur quel champ. Et de la même façon, vous allez pouvoir, merci à ceux qui ont les micros ouverts, de les couper. C'est bon, on s'en occupe, Marie, continue. Merci. Et vous allez aussi avoir la possibilité donc d'épingler les champs clés, le ou les champs clés d'une table en haut de la liste de champs. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'habitude d'avoir des tables avec beaucoup de champs et de parcourir les relations en me mettant juste sur la relation. Et à chaque fois, il faut aller chercher quel est le champ clé pour cette relation. C'était assez casse-pied. Donc, du fait de pouvoir maintenant les afficher en haut, c'est super pratique parce que vous les aurez tout de suite en haut et c'est quand même des champs importants au niveau de la vue modèle. Donc voilà pour les nouveautés sur la vue du modèle qui sont assez sympas. Vous avez une deuxième nouveauté qui est appelée les nouvelles listes de champs. Celle-là, c'est une nouveauté en preview. Ça voudra dire qu'il faudra l'activer. Donc, pour rappel, au niveau des options, hop, vous allez aller au niveau des fonctionnalités en prévision, en français, en préversion, pardon, et vous allez cocher nouvelle liste de champs. Et en fait, cette nouvelle liste de champs, c'est tout un travail de revue sur les iconographies des tables, des champs, etc.
sur les menus de contexte, que ce soit au niveau des champs, au niveau des tables. Pour l'instant, cette nouvelle liste de champs et ces nouvelles icônes sont disponibles uniquement dans la vue modèle, mais la volonté de Microsoft, si j'ai bien compris, est de tendre à une uniformisation de ces iconographies et de ces menus entre les vues modèles, données et rapports. Donc l'idée, c'est bien de retrouver toutes ces nouvelles icônes. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de travailler avec Power BI, vous verrez que notamment le sigma représentant les valeurs numériques a changé. Il est plus grand qu'avant. Pour rappel, il était comme ça avant. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus agrandi. Les calendriers ont changé, les mesures, etc. Et l'idée, donc, c'est bien de tendre sur une harmonisation de toutes ces icônes dans tout le desktop. Pareil, vous allez avoir des nouveaux menus ici qui sont en fait plus clairs, qui collent plus avec la nouvelle interface qu'on connaît depuis quelques mois maintenant. Et vous allez l'avoir au niveau des tables et vous allez aussi en avoir au niveau des champs. Hop, si on se met là. Et donc, pareil, toutes ces nouvelles listes de champs, en fait, tendent à être harmonisées entre toutes les vues. Et l'idée aussi, c'est de retrouver, parce que vous savez que dans Power BI, vous avez des options un peu partout et que vous pouvez faire plusieurs choses de différentes manières à différents endroits. Donc, l'idée, c'est de regrouper un maximum de choses aussi à ces niveaux-là. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé assez sympa. On a maintenant des petits tooltips au niveau des noms des tables, qui rappellent notamment le mode de stockage et la dernière actualisation. Donc ça, c'est disponible ici et c'est aussi disponible dans les données. Donc là, je suis dans l'onglet données et si je me mets dans l'onglet données sur la table des ventes, je retrouve mon tooltip avec mon mode de stockage et ma dernière actualisation, etc. Marie, on a une Ouais. petite question sur cette vue-là. Est-ce que ça a eu une influence sur la rapidité à modifier des relations et création de relations? Est-ce que tu as vu noter des choses différentes par rapport à ça? Je pense que non, mais comme il y a la Alors moi, question, on ne sait jamais. j'avoue que je ne suis pas allée voir en cliquant dans le menu des relations. Par contre, j'aurais tendance à dire que oui, ça va faciliter les relations parce que si vous activez en fait, comme on l'a fait, le fait que les champs clés soient toujours en haut de la carte, bah déjà les drag and drop de relations de table, les drag and drop de champs clés de table à table pour créer les relations va être beaucoup plus rapide. Après, en termes de performance, enfin, ou alors je suis passée à côté, mais je pense pas que ça ait changé grand-chose. Non, mais je pense pas non plus, mais c'est vrai que c'est un sujet d'interface qui revient de temps en temps. Ça dépend de pas mal de facteurs. En réalité, il y a vraiment des comportements différents pour répondre à la question du chat. Et ça dépend vraiment du modèle, du type de clé entre du numérique ou du texte ou des dates, etc. Et c'est vrai que les comportements sont très différents d'un modèle à l'autre, hein. Moi, j'ai pas plus de soucis que ça. Je sais pas pour toi sur l'écran de création des relations. Je trouve pas que Moi, ce soit particulièrement long, mais j'en ai pas ça peut trouvé dépendre. non plus, tu vois. Mm. Après, voilà, c'est une bonne pratique d'éviter de faire des clés sur des champs texte, par exemple. Ça peut jouer. Voilà, ce genre de choses peut jouer. Je te laisse continuer. Mais c'est vrai que on est peut-être sur de l'affichage de prime abord, mais moi je trouve que c'est quand même de l'affichage qui va nous faciliter la vie au quotidien en fait. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit au niveau de la nouvelle vue du modèle. Donc moi là je suis en import, mais si vous étiez en direct query, donc avec possibilité de sources différentes, vous auriez en fait un bandeau de couleurs au-dessus des tables et vous avez une couleur par source de données. Donc enfin, je pense que l'idée était aussi de rendre visuellement les choses plus simples, plus parlantes et de faciliter un peu la vie du développeur. Tu Donc, sais si ce code couleur, il est toujours disponible quand tu es en live connection sur un modèle? bah, j'ai fait le test de mettre en live connection. Au départ, je pensais présenter le rapport en live connection, mais tu vois, donc là, j'étais connectée sur un dataset Power BI. Et en fait, donc toutes mes tables provenaient du dataset Power BI et elles étaient toutes avec le bandeau noir pour me dire qu'elles venaient toutes du même endroit. Après, quand j'ai parcouru la doc Microsoft, j'ai l'impression que le directory, c'est plutôt en bleu. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Voilà. Moi aussi, je découvre cette fonctionnalité. Si vous aviez Mais t'as vu, pas, c'est c'est sympa. pas assez. Donc non, voilà. Après, je suis pas plus surpris que ça parce que finalement, en live connection, c'est ta source, c'est ton dataset, donc il va pas peut-être importer toutes ces différences de sources de données qui sous-jacent au vrai modèle qui a été créé derrière.
Mais en pas. réalité, on l'attend tous, mais j'ai plutôt envie de te dire que le jour où on pourra connecter un fichier Excel en plus sur du Live Connection, ça fera sens d'avoir les couleurs au-dessus des tables, quoi. Effectivement. N'est-ce Alors pas? ça, on a le teasing depuis 4 ans, hein, et puis c'est Ouais, insoutenable depuis 6 mois. On l'aura un jour, on l'aura. on l'aura. Donc voilà pour les deux nouveautés, la nouvelle vue du modèle et la nouvelle liste de champs que je voulais vous montrer donc au niveau du modèle. Les deux autres, c'est au niveau du rapport. Donc on va passer par ici. Donc la nouveauté dont je voulais vous parler, que j'ai trouvé assez sympa, c'était le curseur de zoom. Ça se passe sur les graphiques de type line chart. Donc par exemple celui-là et celui d'en dessous. Donc l'idée en fait, c'est d'afficher donc dans visualisation, dans le menu pour personnaliser le visuel, on a un nouveau menu qui est apparu ici, qui est le curseur de zoom. Et en fait, si vous l'activez, vous allez voir qu'au niveau de mes axes, des abscisses et des ordonnées, va apparaître un zoom. Hop, je le fais. Voilà. Donc, ce qui est assez sympa, en fait, c'est que ça va permettre de réduire très facilement la plage de temps sur un grand graphique, par exemple, qu'on voudrait constater, qu'on voudrait analyser. Ça marche donc là, et puis ça peut aussi marcher sur les ordonnées. J'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment un zoom, et vous voyez, là, j'ai réduit ma plage de temps, pour autant, ça n'a pas filtré mon rapport. Donc, c'est vraiment bien au niveau du visuel qu'on va pouvoir resserrer son analyse. Voilà. Vous avez donc, c'est un nouveau menu, donc vous avez plusieurs options disponibles. Vous pouvez afficher le curseur de zoom sur l'axe des Y, l'axe des X, hop, vous pouvez l'enlever. Et vous avez des étiquettes et des infobulles propres. Donc vous avez peut-être vu que ça m'avait doublé, en fait, j'ai mon étiquette de mon graphique d'origine et j'ai l'étiquette du curseur. Et pareil, si je clique là, je vais avoir l'infobulle qui me dit sur quoi j'ai borné, en fait. Et je me suis rendu compte en préparant la démo, par contre, que donc si je me mets sur le line chart d'en dessous, qui a priori est pareil, un taux de marge par mois et année, vous allez voir que si j'active le curseur de zoom, en fait, il va me le proposer que sur l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que si vous regardez, mon champ de date, c'est un champ mois-année, donc en fait, c'est un champ texte, c'est du libellé. Alors qu'ici, mon champ date, c'était un champ date. Donc, je pense que le curseur de zoom s'applique sur des données numériques ou calendaires, mais en tout cas pas sur du label, ce qui paraît de toute façon assez logique. Donc, voilà pour le curseur de zoom. Et dernière nouveauté dans le desktop que je voulais vous montrer, c'est une nouveauté qui existe en fait depuis quelques mois, mais qui passe en dispo général à partir de novembre. Et c'est la possibilité d'avoir un bouton appliqué à tous les filtres qui va apparaître ici et qui permet de différer en fait l'application des filtres qu'on a sélectionnés. Pour ceux qui sont utilisateurs coutumiers d'Excel, c'est des choses qu'on avait dans les tableaux croisés dynamiques d'Excel. On pouvait choisir ces filtres et les appliquer plus tard. Donc, il est en dispo général, mais il faut quand même faire une petite manip pour l'avoir. Il va falloir aller au niveau des options. Et cette fois-ci, on n'est pas en pré-version, on va être dans le fichier actif au niveau de réduction de requêtes. Et vous voyez que là, on est par défaut sur le fait que tous les filtres sont appliqués instantanément dès qu'on change quelque chose. Si vous cliquez ici, ajoutez un seul bouton appliqué au volet des filtres pour appliquer tous les changements à la fois. Quand je fais OK, il y a un bouton appliqué qui apparaît. Et ce que ça change, c'est que maintenant, si je choisis par exemple une entité sur mon rapport, moi, mettons, je veux Marseille, je clique sur Marseille, il ne se passe rien. Si je choisis pareil une équipe et que je dis bah, je veux Marseille 1, il ne se passera toujours rien. Et ainsi de suite, tant que je n'aurai pas fait appliquer, donc ce que je vais faire. Et là, ça m'applique bien l'ensemble de mes filtres et ça filtre mon rapport. De la même manière, si vous enlevez un filtre, c'est la même logique. Tant que vous n'avez pas appuyé sur appliquer, il ne se passera rien. Et le bouton est vert parce que je me suis amusée lors de la démo à regarder tout ce qui était disponible, mais en réalité, il n'est pas vert. Je vous montre ça quand même. Donc, au niveau des options du volet de filtre, vous pouvez même customiser le fameux bouton appliquer et qui, par défaut, normalement, vous l'imaginez, est jaune. Non, il l'a mis pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, en vrai, il est comme ça. Il est jaune. Et si vous appliquez, ça enlève tout.
Donc ça peut avoir son importance d'avoir ce bouton. Je me dis notamment quand on est sur des devs ou quand on affiche, quand on met beaucoup de filtres en même temps et qu'on veut les appliquer qu'à la fin. Donc voilà, je trouvais que la nouveauté était assez sympa aussi. Et je voulais vous parler donc de la nouvelle interface avant de te passer la main, Thomas. Mais juste avant, la semaine dernière, je faisais des tests avec un collègue qui m'a dit: «Oh, tu savais que cette option était disponible?» Et non, je ne savais pas, donc je voulais vous le partager. Pour ceux d'entre vous qui utilisent des tableaux, ce qui n'est pas Il y mon en a cas, très peu, hein. ce qui n'est Personne pas mon n'utilise cas, Tableau. sauf quand je fais des tests, t'avoueras que c'est assez sympa. Vous pouvez avoir parfois l'envie de filtrer les données, enfin de les afficher par ordre croissant. Donc par exemple, si je me dis que je veux trier mon taux de marge ici par ville, bon, jusqu'à maintenant rien de nouveau, vous allez cliquer sur ville. Sauf que peut-être que j'avais envie aussi, en plus de la ville, de filtrer sur les équipes et de voir pour Bordeaux toutes les équipes Pôle France en premier. Et ça, jusqu'à maintenant, ou alors je suis passée à côté parce qu'en fait, je ne sais pas quand c'est sorti, mais jusqu'à maintenant, c'était pas possible. Maintenant, en cliquant sur Shift plus votre deuxième colonne, ça va pouvoir filtrer sur une multisélection de colonnes et j'ai trouvé ça super parce qu'en termes de tests ou même de navigation dans les tableaux, ça va être beaucoup plus simple que quand on pouvait trier que par une seule colonne en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi, c'était la découverte de ma semaine dernière. Et là-dessus, je switch sur le service. Donc, le service Power BI, donc en plus de la nouvelle petite icône. En fait, l'idée, quand on se dit que la nouvelle apparence est live, quoi, c'est se dire que vous n'avez plus l'option de rebasculer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, vous aviez la nouvelle apparence et l'option de switcher sur l'ancienne. Donc maintenant, c'est bien cette nouvelle apparence avec le bandeau gris et les tons clairs qui sera disponible et plus de switch possible entre ancienne et nouvelle apparence. Donc voilà pour les quelques nouveautés que je vous avais sélectionnées pour ce mois-ci. Et Thomas, je te rends la main si tu veux parler Et je M. veux bien. Hop, très bien. Alors, je ne vais pas suivre en même temps. Hop, hop, hop. En attendant, merci. On a quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis le début de cette présentation. Donc, bienvenue à vous. Merci de ne pas oublier de couper votre micro. Donc, on va enchaîner sur donc, la seconde partie de cette présentation qui est vraiment sur donc les premiers pas dans le langage M. Donc, le langage M, c'est un des deux langages de Power BI. Souvent le plus méconnu, tout simplement parce que, a priori, vous êtes quasiment obligé de faire du DAX à un moment ou à un autre, hormis quelques quick measures ou quelques mesures implicites que vous pouvez créer. Dès que vous commencez à faire 2-3 indicateurs, vous devez mettre les mains dans le DAX, qui est le langage de Power BI Desktop au niveau du modèle de données, visualisation, etc. Donc, c'est vraiment quand je suis sur Power BI Desktop à part entière. Le deuxième langage, il est sur Power Query. Donc là, quand vous allez vouloir transformer vos requêtes, donc c'est le langage de transformation de Power BI. Et on va essayer un petit peu de voir ensemble pourquoi il est intéressant d'essayer d'apprendre un petit peu ce langage. Moi, ce que je vais vous parler, c'est quelques petits tips. On va faire quelques cas d'usage pour vous montrer en fait un petit peu des manières de vous améliorer, de mettre les mains pour une première fois dans le M. Pour être tout à fait transparent, moi, c'est des cas d'usage qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses dans la manipulation de ce langage. Donc voilà, j'ai été comme vous, on a tous été à un moment débutants sur ce genre de choses et voilà, je vais essayer de vous donner quelques petits tips et de vous expliquer comment ça marche. Donc il faut savoir que derrière chaque transformation de Power Query, donc je supprime une colonne, je renomme une colonne, je remplace des valeurs, évidemment vous utilisez par défaut des boutons, ce qui est évidemment ce que l'outil vous pousse à faire puisque ça se veut une interface assez ergonomique. Mais en fait derrière il y a un langage. Quand vous cliquez sur un bouton, en fait il y a une fonction qui est appelée, qui va s'écrire toute seule avec tous les arguments, tous les paramètres que vous avez vous-même
soit sélectionné quand vous avez cliqué sur un élément, ou même dans le petit pop-up qui va s'ouvrir devant vous pour saisir quelques informations pour spécifier ce que vous voulez faire dans votre transformation. Donc ce langage, il s'exécute dans Power Query, que ce soit dans Excel, à partir de Excel 2010, ou Power BI Desktop, parce qu'encore une fois, hein, c'est des modules qui se ressemblent sur Power Query et Power Pivot, entre Excel et Power BI. Et également, pour information, dans Azure Data Factory, il y a un module qui reprend ce langage. On peut aussi noter qu'il y a depuis assez peu, je ne sais toujours pas s'il est en global, en GA, mais il était en preview encore, un composant SSIS, pour ceux qui connaissent, qui permet aussi d'inclure du script M. Donc vous voyez, Microsoft, sans parler même des data flows évidemment, Microsoft met ce langage un petit peu partout, donc ça peut être pertinent de vouloir en apprendre un peu plus. Il est accessible, alors dans Power Query, il est accessible via l'éditeur avancé. Donc, je vais vous présenter à plusieurs moments, ne vous inquiétez pas, on va faire pas mal de démos, hein. On a également certains paramètres d'étape, notamment je crée, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, une colonne personnalisée. En fait, ça vous demande d'insérer du code M. Et évidemment, si vous l'activez, parce que on va activer bien sûr, la barre de formule, puisque la barre de formule vous montre finalement derrière chaque clic que vous avez fait, l'étape qui est associée, on va voir le code qu'il y a derrière, si vous le souhaitez évidemment. Petit détail, un script en langage M, ça commence toujours de la même manière, c'est pareil, on va le voir assez vite, c'est une déclaration, le mot-clé let, pour dire un peu faisons cette liste de transformations séparées par des virgules, et in chargement final, le nom de votre étape finale finalement, qui est, bon là j'ai mis result table parce que généralement on va vouloir rendre une table, mais vous allez voir qu'on peut rendre beaucoup plus de choses. Ça peut être juste un scalaire, un nombre entier, une date, une transformation quelconque, pour après réutiliser ce résultat plus tard. Ouais, il y a pas mal d'applications à ça, et on va essayer d'en voir quelques-unes ensemble. Donc, comment fonctionne le M? Alors, il faut savoir, et ça c'est presque un des éléments les plus importants qu'il faut avoir en tête, c'est un langage case sensitive. Donc oui, c'est très frustrant à écrire, c'est très chiant à écrire. C'est pas si compliqué que ça à lire au final. C'est assez, vous allez voir, hein, on peut voir ça comme une phrase. Par contre, à écrire, il y a plein de petits détails qui font que on va faire une erreur. Et je vous rassure tout de suite, hein, vous allez faire plein d'erreurs. C'est pas un problème. Tout le monde en fait. Faut pas avoir peur de casser quelques petites choses par moment. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. Il faut pas s'en vouloir. Après, il y a pas mal de codes qui vont vous aider. C'est-à-dire case sensitive, c'est simple, hein, tous les mots clés commencent par une majuscule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Table.add add day, table c'est T majuscule, add c'est A majuscule, day c'est D majuscule. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça au final, mais si vous mettez U minuscule où il fallait pas, c'est plus la même fonction, il reconnaît pas et il vous envoie une jolie erreur. Ça renvoie forcément un data type, c'est-à-dire que la fonction va vous rendre quelque chose de typé. Et une table, c'est un type en M. Quand l'objet rendu est une table, le type du résultat, c'est bien table. Alors évidemment, il y a liste, n'importe quel scalaire, une date, un nombre, etc., etc. Mais il n'y a pas que juste date, nombre entier, nombre décimal, etc. Il faut englober un peu plus de choses. Donc, la déclaration let permet de faire des sous-ensembles. C'est un peu comme des sous-requêtes finalement, où on va pouvoir inclure des fonctions dans des fonctions. Bon, ça, c'est déjà un peu plus avancé, mais vous allez voir que déjà dans un bout de script standard, on a un let, un in et des transformations entre les deux, ce que je vous montrais un petit peu avant. Il faut avoir en tête également que quand vous avez un nom d'étape, donc par exemple source égale, donc là une connexion SQL Database, là on a Wide World Importer de Data Warehouse, c'est de récupérer les données de la source qui a pour nom Wide World Importer de Data Warehouse. C'est une connexion en fait à la liste des tables d'une base de données, tout simplement. Et bien en fait, ça, source, Wide World Importers et toutes les autres, c'est les noms d'étapes. C'est ce que vous allez voir justement sur votre panneau à droite, pardon, ici sur les query settings. Donc ça, c'est un nom d'étape, un nom d'étape, un nom d'étape. En fait, c'est une variable.
c'est-à-dire que vous stockez dans ce nom d'étape la transformation que vous avez associée, et donc vous pouvez les utiliser à bon escient et les réutiliser à plusieurs moments par la suite dans votre script. Ce qu'on revoit très souvent, c'est un espèce de fil conducteur, hein. Je fais ma source, la source est utilisée dans l'étape suivante pour créer une étape 2 qui est utilisée dans l'étape suivante, dans l'étape 3, etc., etc. Vous avez cette espèce de fil conducteur qui est le truc très standard quand vous créez des étapes séquentielles. Voilà, une étape après l'autre, qui vont utiliser à chaque fois le résultat précédent. Finalement, voilà, c'est un peu ça, petit à petit, les bouts de script M, c'est des enchaînements d'étapes. À chaque fois que vous cliquez sur un bouton, une fonction qui est stockée dans une étape, rename colonne, reorder de colonne, etc. Et en fait, elle s'est réutilisée à chaque fois, puisque c'est à partir de ce nouveau résultat que vous allez faire une transformation suivante. Encore une fois, avec des exemples, ce sera un petit peu plus pratique. Je fais un peu de théorie pour commencer. Et on peut créer en M, du coup, des fonctions personnalisées. C'est pareil, ça, on va le voir ensemble. On va en faire au moins une. En fait, une fonction, c'est simplement une transformation que vous allez encapsuler dans un bout de script pour pouvoir être utilisée à d'autres moments. Là, j'ai fait quelques exemples. Faire la somme de deux valeurs, si on devait faire une calculette, bon, ça a peu d'intérêt là, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Retournez la liste des dates comprises entre deux dates. Vous avez deux arguments de date, start, end. Ça vous renverra la liste à tout moment de ces dates. Ça va être important pour un des cas d'usage. Retourner à tout moment le top 5 des lignes d'une table. Ça peut être intéressant quand on a plein de tables parce que plein de fichiers différents. On veut avoir un certain nombre de transformations, récupérer que certaines données. On peut le faire et ça va se faire à la volée. Ça peut être intéressant pour enrichir vos données, faire des transformations de temps en temps un petit peu plus poussées. Et surtout, ça permet aussi de factoriser les développements. Quand vous faites tout le temps les mêmes opérations, ne serait-ce que du cleaning, que vous allez vouloir nettoyer des données avec peut-être plusieurs transformations d'affilée, mais que vous allez faire sur plusieurs fichiers, plutôt que de refaire de manière assez fastidieuse tout le temps les mêmes étapes, tout le temps les mêmes transformations. Vous les codez une fois dans une fonction que vous réutilisez à chaque fois. Ça vous permet d'optimiser un peu plus vos développements. C'est quelques exemples d'applications de ça. Alors du coup, si on vient, parce que je vous avais dit qu'on allait faire pas mal de démos, si on vient sur notre fichier, donc là j'ai quelques tables, c'est un fichier de démo qu'on utilise. Donc là, le fameux, vous voyez, j'ai toujours pas fait, hein, le fameux bandeau Upgrade Now dont parlait Marie tout à l'heure. Là, je vais directement dans la partie Power Query. Donc, pour rappel, hein, alors moi j'ai réduit mon bandeau, on va le remettre un petit peu plus grand. J'ai réduit mon bandeau, mais le Power Query va s'ouvrir grâce à cette icône de Transform Data dans Accueil, qui vous permet donc d'ouvrir la page des transformations de votre jeu de données. Donc là, j'ai quelque chose, bon, j'ai préparé deux, trois éléments. Déjà, une première chose qu'il faut avoir en tête pour commencer à mettre un petit peu de M, là, vous voyez que j'ai mes sources de données qui sont hard-codées. Donc voilà, je vais chercher des fichiers à un certain endroit. Là, bon, ça c'est une référence à cette table d'avant. Je vais avoir d'autres extractions de mes données. Et déjà, dans les bonnes pratiques, on aime bien variabiliser, ne serait-ce que pour que ce soit plus simple à transformer, plus simple à adapter, pour passer aussi d'un environnement à l'autre. J'ai mes fichiers de dev, de test d'un côté, mes fichiers de prod de l'autre. Je ne parle même pas si vous êtes dans les bases de données, hein, ça va de soi. Mais du coup, si vous devez modifier tout ça, là, en fait, vous devez rentrer dans le code à chaque fois et éditer ces valeurs-là à la main et autant de fois que nécessaire. C'est une très mauvaise pratique de faire ça, évidemment. Une des premières approches du M, petit truc tout simple à faire, c'est apprendre en fait à incorporer des variables dans votre code. Alors, il faut savoir que, des paramètres, pardon. Il faut savoir que quand vous créez d'abord le paramètre et que vous voulez faire une connexion, il va vous proposer, alors évidemment il ne le fait pas alors sur une base de données peut-être, il va vous proposer généralement soit de rentrer c'est parce que je n'ai pas de paramètres, il vous propose une petite liste déroulante, un petit icône ici, est-ce que vous rentrez, saisissez une valeur ou est-ce que vous faites appel à un paramètre. Généralement, on commence d'abord par se connecter à ses sources et après on variabilise. C'est humain, on ne pense pas tout le temps à ça en amont. Du coup, on va devoir rentrer dans le code pour modifier ça. Donc là, on va faire quelque chose de tout bête.
j'ai un paramètre que je vais appeler folder name. Ça va être le dossier dans lequel je vais avoir en fait, mes fichiers, hein, tout simplement. Vous avez quelques options. Est-ce qu'il est obligatoire? Bon, bah, je le laisse. Hein, si je renseigne pas de dossier, a priori, je ne vais pas pouvoir trouver le chemin d'accès de mes fichiers. On peut spécifier les types. C'est toujours préférable de spécifier. Ça évite des erreurs qui peuvent être évitées en attendant de tout charger. On se rend compte que bah non, j'attendais pas des chiffres, j'attendais une date. C'est bien de spécifier ça. Et derrière, je vais juste faire un copier-coller de là où je vais avoir mes données, mes fichiers. Alors, je me souviens plus où je les ai mis. Ta, 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 ta. Je crois que ça doit être là-dedans. Voilà, par exemple. Donc là, je peux copier ça, mettre le chemin d'accès ici. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Et vous voyez, ça m'a mis un petit folder name. C'est une nouvelle icône. Hein. Là, j'avais que des tables. Maintenant, j'ai un paramètre qui est en italique, hein, parce qu'évidemment, ça ne va pas charger quoi que ce soit dans le modèle. Ça serait aberrant. Et ça, en fait, ça stocke cette valeur-là que j'ai simplement copié-collé. Maintenant, il va falloir modifier les données, les tables. Et c'est là où on va faire un petit peu de M. Alors, je vais juste passer par la barre de formule pour commencer. Pour la barre de formule, il faut bien aller dans l'onglet affichage et avoir coché cette partie-là, qui permet d'afficher du coup la formule à barre, qui est du coup ici. Hein. Je sélectionne une étape, hop, je vais pouvoir voir les différentes fonctions. Et évidemment, moi, ma source, là, c'est hardcodé sur cette partie-là. Et en fait, si j'enlève toute cette partie qui contient le dossier, je vais pouvoir juste faire appel à ma variable. Et un des gros intérêts aussi du M, on a l'IntelliSense qui est disponible. Donc, ça sert à rien de vouloir tout taper. C'est même source d'erreur, hein, du coup, si vous avez suivi ce que je vous avais dit sur le case sensitive, parce que je peux même écrire un peu n'importe quoi. Vous voyez, je l'ai écrit avec une minuscule. Il me le propose quand même. Et si je sélectionne donc ma bonne valeur et que je fais tabulation ou entrée, il va l'écrire et corriger les fautes d'orthographe que j'aurais peut-être mis. C'est très pratique pour trouver des fonctions. On n'a pas besoin de toutes les connaître par cœur, sauf que de temps en temps, quand on veut, je sais pas, moi, faire des opérations sur des jours, ne serait-ce que de taper day, évidemment c'est en anglais, je précise au cas où si c'était pas clair, ne serait-ce que de taper day va vous sortir la liste de toutes les fonctions qui ont le mot-clé day dedans, et ça peut vous aider à trouver votre bonheur, donc n'hésitez pas. Là, on concatène deux chaînes de caractères. Encore une fois, c'est du texte. L'intérêt aussi d'avoir typé, ça évite de faire des trucs en plus. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Je mets juste un et commercial et ça va me concaténer mes deux chaînes. Et en fait, si je fais ça, évidemment, l'exercice, c'est de voir que ça change rien, puisque je suis censé avoir juste modifié mis mon paramètre, enfin mon chemin d'accès en variable. On peut voir que rien n'a planté en particulier. Je vais toujours retourner la même source, donc a priori on est plutôt serein. J'ai pas d'erreur en plus qui surviennent, donc c'est que c'est pas trop mal. On n'oublie pas également de vérifier toutes les autres étapes, puisqu'il y en avait à d'autres moments. Alors, on n'oublie pas aussi qu'on est très fainéant. Quand tout l'intérêt de faire du M, c'est aussi de pouvoir aller un peu plus vite. C'est un des intérêts. Donc là, moi, si je copie cette partie-là, j'ai juste à éditer ici jusqu'au slash, à l'anti-slash. Attention, hein, si par exemple je l'oublie, il va certainement me mettre un petit message d'erreur me disant « Ah bah tiens, je ne peux pas trouver de fichier ». Les messages d'erreur sont assez sympas comparé à d'autres outils Microsoft. Je ne sais pas si vous avez eu l'habitude, mais généralement, si vous lisez bien, vous allez trouver le problème. Et là, le problème, on peut le voir assez vite, il va essayer de chercher un fichier à tel chemin d'accès. Effectivement, j'ai oublié un anti-slash, ça ne marche pas. Alors, je pourrais très bien le rajouter là. Hein. Là, c'est pareil, c'est de la fainéantise. J'aime bien ne pas le mettre dans le slash des dossiers, ne pas le mettre dans mon paramètre, parce que comme ça, j'ai juste à copier-coller la valeur qui vient de mon explorateur de fichiers, et j'ai pas à me souvenir de rajouter un slash à la fin. Il est déjà hardcodé, on sait qu'il sera forcément là, de toute façon, cet anti-slash. Donc pourquoi pas ne pas le laisser juste hardcodé tout simplement. Voilà, c'est des petites astuces, c'est pas grand-chose, mais ça permet de gagner un petit peu de temps, je trouve, et d'éviter des erreurs. Donc voilà, là j'ai déjà, vous voyez, j'ai déjà en fait tout variabilisé sur cette partie-là. C'était pas plus compliqué que ça. Et rien que déjà de faire ça, vous allez gagner du temps sur vos développements. Vous voyez, ce fichier-là, je le passe à une collègue, je le passe à Marie.
Elle, évidemment, ses fichiers sources vont pas être sur mon OneDrive, hein, ça paraît tout à fait logique. Bah, c'est pas grave, elle aura juste à ouvrir ce fichier, elle verra que tout plantera, hein, forcément, ça va chercher des dossiers qu'elle n'a pas, auxquels elle n'a pas accès. Elle aura juste à mettre son chemin d'accès qui vient de son propre ordinateur, et tout va se mettre à jour, aussi simplement que ça. Voilà, c'est tout bête. Ça, déjà, variabiliser vos requêtes. Généralement, ça se fait en M, encore une fois, sauf si on crée les variables avant, où vous allez avoir des invites de commandes qui vont vous proposer de mettre des paramètres. Normalement, là, si je vous ai pas menti, voilà, vous voyez, exemple en live. Maintenant que j'ai au moins un paramètre qui existe, le logiciel reconnaît que bah, y a le choix et qu'il va vous proposer d'utiliser ce paramètre-là, et même d'en créer d'autres. Bon, c'est ce truc qui est un peu dommage, c'est qu'il ne vous propose pas d'en créer un nouveau alors que vous n'en aviez pas créé. Bon, c'est un petit détail, c'est pas très grave. Mais voilà, de temps en temps, la majorité du temps, on oublie de créer ces paramètres en premier lieu, donc c'est pour ça qu'on remodifie après coup ces sources. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de commencer un petit peu à mettre les mains dans du M par la customisation d'une connexion à un dossier. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce connecteur-là, mais hop, on a un connecteur dossier qui existe, qui fait pas mal de choses automatiquement. Si vous l'avez déjà créé, il va vous dire, bah voilà, je vais aller renseigner. Alors, du coup, j'en crée un autre, parce que mes fichiers sont à un autre endroit. Trop facile sinon. Je vais dû mettre ça là. Bon, pas très inspiré. On remet le data type text, pardon. Et donc là, vous voyez, hein, je peux sélectionner cette valeur-là maintenant, et je vais avoir ma liste de fichiers qui va être disponible. Donc on est capable de se connecter donc à un dossier, et en fait, quand on a déjà bien configuré son dossier avec que des fichiers qui ont la même tête, qui sont comment dire, qui sont prévus pour être combinés ensemble. Et là, je cible avec des données exemples, hein, le fait d'avoir un extract par mois de telle source de données, on va avoir la possibilité de combiner, de transformer ces données. Et en fait, le logiciel va faire automatiquement, grâce au wizard, bah, ce que je vais vous proposer de refaire à la main par la suite. En fait, vous sélectionnez un fichier en exemple, qui va servir un peu de base de transformation, puisque, encore une fois, tous les fichiers sont censés avoir la même tête. Donc, si j'en transforme un, bah, en fait, tous les autres devront être transformés de la même manière. Encore une fois, l'intérêt de prendre une fonction et de refaire plein de fois la même transformation ou groupe de transformation, et ensuite bah, d'avoir juste à combiner ces fichiers-là. Bah là, il va vous le proposer, sauf que vous voyez, vous allez vite voir qu'il y a une petite erreur qui va survenir. C'est que là, en fait, il va, à cause de ça, il va avoir tendance à vous typer tout en texte. Alors là, ça, c'est pas trop problématique, mais là, on est censé avoir des dates, il va vous typer en texte à cause de cette valeur. En fait, vous allez devoir modifier cette transformation de base que le logiciel va vous proposer, va pas être pertinent. On n'est pas très loin, hein, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, mais ce que le logiciel vous fait de base, bah, il vous permet pas de traiter ce genre d'erreur-là. Parce que tous mes fichiers ont cette ligne en trop, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, là, il va vous faire quelque chose. Il va vous créer beaucoup de choses, vous allez voir. Mais en fait, on va recréer ça. En fait, ce qu'il fait, on a l'extract, comme vous pouvez voir avec le nom des fichiers. On a toutes les lignes qui ont été combinées ensemble. Voilà. Et il l'a fait automatiquement. Alors, avec des erreurs, parce que sinon, c'est pas drôle. Enfin, ou du moins des imprécisions. Vous voyez, la fameuse date en texte. Mais justement, on va essayer de voir un petit peu la logique derrière ça. La logique derrière ça, c'est qu'il commence par. Alors attendez, on va juste. Hop. Hop, voilà, désolé, je crois que moi je ne suis pas déconnecté, très bien. La logique derrière ça, c'est en fait de prendre un fichier en exemple. C'est-à-dire, en gros, je vais jusqu'au bout pour traiter un fichier. Parce qu'en fait, c'est cette liste de transformation-là que je vais vouloir ensuite transformer en fonction. Là, c'est ce qui est fait en fait, hein. Vous voyez, il y a un paramètre, c'est le sample files, qui sélectionne ce fichier-là et qui va créer en fait une transformation à partir de ça. Et là, on a ce fameux fichier d'exemple qui est la transformation de base.
Sauf que là, du coup, si on voulait modifier tout ça, il y aurait pas mal de travail. Moi, je vais vous montrer comment faire. Donc, on prend un fichier en exemple, comme si on le traitait à fond. Et c'est un des exemples, un des fichiers qui ressemblera aux autres. Donc là, en fait, j'ai fait quoi? Je me suis connecté au fichier. Bon, changement de type de base, ça c'est le truc qui sert à rien d'ailleurs. Hop, attends. On a enlevé la ligne qui ne servait à rien, le bottom line, bottom row 1. On promeut les headers pour avoir les en-têtes. Alors là, du coup, on va rajouter qu'ici, c'est une petite date. Du coup, je ne l'avais pas fait, ça. Vous voyez, puis le reste, une date ici, des libellés là, très bien. Bon, je pourrais peut-être enlever cette colonne. Tiens, d'ailleurs, je l'ai fait, voilà. Et on arrive à ce résultat-là. Et en fait, on veut transposer ça sur tous les autres fichiers. Alors, généralement, comme vous pouvez voir, ce qu'il fait, c'est que là, il y a la fonction et là, il y a la table qui n'est pas chargée, qui sert d'exemple. On va faire la même chose, on va faire un duplicat. Le duplicat, ça vous crée exactement la même requête. Vous voyez, exactement la même, à l'étape près. Et là, on va dire, ça va être, moi j'aime bien nommer mes get data. Moi j'aime bien nommer mes fonctions avec le mot-clé get devant pour commencer. Et en fait, là, on va devoir rentrer dans l'éditeur avancé pour modifier quelques petites choses en amont des transformations pour pouvoir faire en sorte que ce soit une fonction. Si vous vous souvenez du slide de tout à l'heure, en fait, il faut rajouter des petites choses avant la déclaration let. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, pour que ce soit une fonction, il faut attendre une liste d'arguments qui va utiliser une fonction. Enfin, une liste de transformation plutôt. C'est-à-dire, avec cette liste d'arguments, bon, là, qui est vide, mais on va remédier à ça, je vais faire quelque chose en utilisant ces transformations-là. Donc le quelque chose, déjà, nous, ce qu'on veut, c'est une table. Ce que ça rend, tout ce fichier-là, toute cette transformation-là, c'est une table. Donc déjà, on va spécifier, juste avant le égal, asTable, on spécifie le type d'éléments qu'on retourne grâce à cette fonction. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, allez, on va faire le côté simple. Si j'ai une chaîne de caractères contenant mon dossier et mon nom de fichier, je vais faire toutes ces transformations, c'est-à-dire extraire le contenu du document CSV avec ces paramètres-là, on laisse par défaut. Tout l'intérêt de le faire via les clics-boutons avant. Et là, on a toutes les autres transformations que je vous ai présentées avant. Donc en fait, si là, ma variable, finalement, c'est mon nom de fichier, name, as text. Encore une fois, il faut préciser les types. Alors là, c'est obligatoire ici. Ça, c'est optionnel. Ici, c'est obligatoire. Et que je remplace tout ça par mon file name, et bien en fait, là, je vais essayer de récupérer donc la chaîne de caractères contenant le dossier plus le fichier pour faire la même chose. C'est un peu comme ce qu'on a fait avant sur changer les sources en variabilisant. C'est la même logique. C'est pour ça que je vous ai montré ça avant, c'est tout l'intérêt. C'est exactement la même logique. Je vais chercher mon fichier à tel endroit. Alors là, il n'y a pas que le dossier, c'est un peu plus poussé, mais ça revient au même. Et du coup, là, en fait, on vient de transformer, il y a une autre icône là, qui vient d'apparaître. Je vérifie juste, j'avais un petit doute sur le partage d'écran. Une autre icône qui vient d'apparaître, qui vous permet donc de faire la fonction getData. Et on a tout ce script-là qui est dans la barre de formule. Donc là, vous voyez, c'est un peu indigeste de lire ça comme ça. Tout l'intérêt de passer par l'Advanced Editor. C'est un peu plus pratique. Beaucoup plus pratique. Et là, vous voyez, il s'attend à un file name. Donc si par exemple, je fais... je vais le faire pour l'exemple. En fait, je suis capable d'utiliser la fonction juste comme ça. Je mets tout le dossier où il y a les données. Alors, il faut juste que je me souvienne d'un nom de fichier. J'en prends un autre pour que l'exemple soit OK. Hop. Et que donc, j'appelle ma fonction. Ça va me créer une nouvelle table, et cette fois avec les données de mai. Bon, alors ça, je ne vais pas le faire 5 fois, c'est pas l'intérêt. Enfin, en plus, du coup, c'est pas dynamique, 6 d'ailleurs. Donc là, c'est juste pour vous montrer que la fonction marche et que là, on a fait janvier, là, on a fait mai et ça revient exactement au même. Du coup, en fait, là, l'intérêt, ça va être de se connecter au dossier. Donc, on refait comme avant, sauf que là, on va utiliser un autre bouton qui était
qui nous laissait comment dire, la possibilité de modifier nos données, nos transformations. C'est donc de se connecter à notre liste de fichiers. Et cette fois, il y avait un autre bouton qui est en fait de dire, là, je ne veux pas le faire transformer les données, moi, je vais les transformer moi-même. Je vais faire moi-même les transformations. Donc, je me connecte à mon dossier. Hop. Et là, en fait, vous voyez que vous avez la liste de tous les fichiers. En fait, les fichiers sont là. Hein. Ce qu'on appelle les binaries, les données binary, c'est les fichiers. Vous voyez, vous avez les fichiers CSV, c'est le contenu, d'où le nom de la colonne, c'est le contenu de vos fichiers. Et là, vous avez comme un explorateur, hein, si vous n'aviez jamais vu cet élément-là, qui vous permet de voir les extensions, le nom, etc. Donc moi, si on se souvient bien, j'ai besoin d'un truc qui ressemble à ça, mais il manque le fichier. Voilà, et le nom de fichier, il est là. Donc je vais faire une petite préparation supplémentaire qui est de rajouter une colonne, toute bête. Colonne qui va être filename, hein, pourquoi se compliquer la tête, hein, on attendait filename, et ça va être de avoir le folder path concaténé avec le name. Alors potentiellement, je vais oublier un slash, on va voir. Ah bah non, il y était, j'ai bien fait de rester là-dessus. On voit qu'il y a déjà le slash d'intégrer, donc normalement ici, ça va bien me créer correctement mon lien de fichier. Évidemment, là c'est donc février, là c'est janvier, etc., etc. Donc moi, j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai juste besoin de garder cette colonne-là, que je vais typer en texte d'ailleurs. Vous voyez, petite intérêt aussi de savoir faire du M, c'est plutôt que de refaire une étape supplémentaire pour typer, quand on connaît quelques fonctions, on peut juste modifier ce qu'on a fait avant pour rajouter les précisions qu'on a oubliées. Ça permet d'épurer un petit peu le code également. Là, je vais faire tout bêtement, je garde mon file name. Et en fait, on va pouvoir utiliser une autre fonction qui est un autre bouton, pardon, qui est d'ajouter une colonne en appelant une fonction personnalisée. Puisque c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais là, je vais le faire pour toutes les lignes de ma table. Donc là, on a, on va appeler ça data. Function, c'est la get data. Le transformation, c'était celle d'avant, hein, celle de l'exemple. Et là, on va pouvoir spécifier la colonne. Vous voyez, on peut mettre un truc en dur, mais c'est pas trop l'intérêt, justement, c'est de le faire pour chaque ligne de notre requête. Et d'utiliser la colonne qui s'appelle filename. Ça, c'est le nom du paramètre qu'on avait typé dans la fonction. Et là, c'est le nom de la colonne. Vous voyez, il vous le fait tout seul. Et là, en fait, on a les tables. Janvier, février, mars. Hier, cette colonne-là, et d'étendre, vous voyez, petite flèche si vous aviez jamais. C'est comme pour une jointure, hein, c'est exactement la même chose. On a une table entière à l'intérieur des cellules. On va pouvoir simplement récupérer toutes les données à l'intérieur. Alors, il faut savoir qu'il a tendance à ne pas importer correctement les types de données. Alors ça, c'est assez frustrant, parce que comme vous pouvez le voir, les données, là, quand c'est comme ça en italique et mis sur la droite, c'est que le type, il est plutôt reconnu, que c'est un type spécifique. Vous voyez, le texte, c'est à gauche normalement, mais dès qu'on va être sur des données qui ont été reconnues en termes de type, généralement, c'est mis à la marge de droite. Et pourtant, il vous met que c'est type indéterminé sur le dessus. C'est un petit peu frustrant, mais c'est vrai que ça a tendance à le faire assez souvent. Je n'ai pas vraiment vérifié s'il le faisait ici. Non, vous voyez, là, automatiquement, il va remettre un changement de type dans le truc derrière, alors que c'est exactement la même chose. Hein. Tac, on a exactement le même problème ici. Donc, eux aussi, automatiquement, ils vont forcer à nouveau le change type. Bon, c'est un peu dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Et puis voilà, on a customisé directement notre fonction de transformation de dossier. Et vous voyez, c'était pas très compliqué au final. Et ça permet de mettre un peu les mains dans le M. Donc ça demande quoi de savoir utiliser un paramètre. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré pour variabiliser au final. Il faut évidemment connaître, ça on ne l'invente pas, la syntaxe d'une fonction. Et évidemment, hein, on peut avoir plusieurs paramètres si vous le souhaitez. On va le voir sur l'exemple suivant. Je vais avoir une vingtaine de minutes pour le faire, c'est parfait. Qui vous permet donc de prendre une liste d'arguments, hein, pas forcément un seul, de transformer, de créer un objet, donc là une table, avec cette liste de transformations-là. Et donc,
toujours faire attention en écrivant, en modifiant ces fonctions-là. Généralement, on va oublier un mot-clé. Les mots-clés, les petits mots en bleu, ça arrive assez souvent. Quand on édite le chemin d'accès, c'est assez facile de se coucher une petite parenthèse dans la manœuvre parce qu'on n'a pas été vigilant. Donc, c'est très facile de faire des petites erreurs. Faut pas paniquer hein, quand c'est le cas. Ça reste, vous voyez, il y a pas mal d'informations qui vous sont données quand vous utilisez l'éditeur de texte, là, vous voyez, il vous met en surbrillance le nom de la fonction, il vous met la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. Bah, si par exemple la parenthèse fermante, parce que vous avez fait une petite bêtise, elle se retrouve à l'autre bout du monde, il y a peut-être un problème. Voilà. Alors, c'est pas forcément si évident que ça à voir, hein, mais il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Ayez confiance que l'éditeur va vous renvoyer une belle erreur, hein, donc vous inquiétez pas là-dessus, et que la majorité du temps, si vous la lisez bien, c'est assez direct de comprendre le problème. C'est assez littéral. Ça reste une machine. Hein. Il vous dit juste ce qu'il comprend. Dernier cas d'usage qui, je trouve, très formateur, ça va être la création en fait d'une fonction calendrier. C'est-à-dire que on a, quand vous commencez dans Power BI, généralement, on vous enseigne le fait de créer, alors évidemment, je ne suis pas sur le bon truc, hop, de créer une table avec la fonction Calendar Auto, que vous avez peut-être, j'espère, déjà utilisée. Voilà, celle-là qui vous retourne une table avec une liste de dates calculée en fonction du modèle. Comment ça marche? Il regarde toutes les données de vos tables, il identifie les colonnes qui sont typées dates, sinon il n'est pas capable de recréer un calendrier. Et en fait, en fonction des valeurs à l'intérieur, il va vous créer le calendrier associé automatiquement. Sauf que ça a pas mal de désavantages. Déjà, vous avez quand même une limite aux colonnes que vous allez pouvoir rajouter, ou du moins vous allez faire beaucoup de DAX pardon, pour pouvoir rajouter des colonnes calculées et avoir les autres informations. Parce qu'encore une fois, ça vous renvoie une colonne avec juste la liste des dates. Vous voulez mettre l'année, le mois, numéro du mois, etc. etc. Bon, ça c'est assez facile, mais quand vous voulez rajouter des options, des colonnes calculées un peu plus complexes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et surtout, comme c'est en DAX, c'est évalué à la volée en fait dans le modèle. Donc l'étape calculée, il faut avoir en tête que c'est évalué à chaque fois que vous interagissez avec votre modèle. Surtout c'est une table calendrier, elle va être liée avec à peu près toutes vos tables, donc ça aura quand même un impact. Donc ça a un impact sur les performances. On aime bien charger le plus possible de données quand on en est capable dans Power Query pour des raisons de performance. Ça a généralement peu d'impact ou de problème de dire bah, mon rafraîchissement quotidien ou hebdomadaire, il dure pas 5 minutes, mais il en dure 10. Alors on se dit c'est 2 fois plus de temps. Oui, mais on le programme la nuit ou avant le matin, etc. Et ça tourne de manière transparente pour les utilisateurs. Là, on parle d'interaction. À chaque fois que je clique, je filtre, je sélectionne des données, etc., ça va ralentir au fur et à mesure mon interaction avec mon modèle. Alors, évidemment, ce n'est pas un élément qui va le faire, c'est une succession d'éléments qui va rajouter un petit peu de temps à chaque fois. Donc du coup, on essaye de mettre le plus possible dans Power Query, quand c'est évidemment quand on en est capable, encore une fois. Et du coup, là, on va vous montrer comment justement être capable de créer une table calendrier. Vous avez certainement vu plein de scripts qui existent sur Internet. C'est vrai, vous tapez sur Google script M création de calendrier, je pense que vous aurez votre bonheur hein, sans trop de soucis. Mais en fait, moi, je vous montre cet exemple-là parce qu'il est assez formateur pour pouvoir utiliser du M, hein, en fait, tout simplement. C'est pas très compliqué à comprendre, à manipuler, et pourtant, ça vous demande de jongler déjà avec pas mal de concepts du M entre les étapes, les différentes transformations, les variables, etc. et les types. Donc, on va le faire. Là, pour l'exercice, on va partir d'une requête complètement blanche. Donc, requête vide, si vous n'aviez pas vu, on est capable de faire une blank query, requête vide, et de partir de là. Là, requête vide, il y a quoi? Il n'y a absolument rien, source égale, rien du tout. Bon. Une table calendrier, qu'est-ce que c'est? Si on se souvient de Calendar Auto, en fait, c'est juste une liste de dates, hein, le point de départ, et c'est tout à fait ça. Donc, on va vouloir générer une liste de dates. Je veux générer une liste de dates, et je vous le donne en 1000, la fonction va commencer par liste, tout simplement.
Et list, en fait, si je vais juste chercher date, vous voyez, c'est pas très compliqué, il veut le proposer assez vite. Là, si on regarde, toujours tirer des informations de l'IntelliSense, etc., génère une liste de dates, de valeurs de dates, avec une valeur initiale, un compte et une durée incrémentale. C'est là où justement il va falloir un petit peu réfléchir à comment marche la fonction. C'est pas si compliqué que ça, mais en fait ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est j'ai une date de départ, un compte, un incrément. J'ai pas date de début, date de fin. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on va essayer de l'utiliser. Liste de dates, j'ouvre la parenthèse, toujours les informations start as date. Alors, quand on crée une date en M, il y a une fonction partagée, donc une fonction déjà incluse dans Power BI, Power Query, qui existe. Les fonctions partagées, elles commencent par dièse. Et pour créer une date, je vous le donne en 1000, il faut faire dièse date, tout simplement. Et en fait, là, dièse date, ça marche comment? Vous mettez une année en nombre entier, vous mettrez un mois et un jour, et ça vous renvoie une date. Alors, comment on fait pour tester? C'est toujours bien de tester. On peut faire le test en commentant notre petit bout de code. Est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas zoomer. J'espère que la qualité est OK. Donc en créant en utilisant notre petit bout de code, c'est comme, vous avez peut-être eu l'habitude de faire ça dans d'autres éditeurs de texte. On peut faire des commentaires en mettant un double slash, faut pas hésiter. Surtout quand on commence, c'est bien de tester, de voir son résultat pas à pas, et le M va nous permettre de faire ça. J'ai juste à faire OK, je suis censé renvoyer une date. Donc, on peut oublier et se dire, alors est-ce que je devais mettre le jour avant, c'était jour, mois, année, ou année, mois, jour. Bon, voilà, on peut tester en 2 clics et puis c'est fini. Donc là, si je fais ça, je m'attends à avoir une liste de dates qui commence le 1er janvier de 2020. Compte, je veux 365 jours. Oui, vous allez voir que tout de suite, il y a un petit problème. On est en année bissextile, mais ça, on va le voir ensuite. Et alors, ça, c'est pareil, on ne peut pas l'inventer. Là, ce qu'il attend, il faut bien faire attention, c'est une durée. C'est le pas d'incrément en durée. C'est une minute, une seconde, une heure, un jour ou plus. Et là, c'est pareil, une durée, alors c'est un format spécifique dans Power BI, c'est pareil, moi je l'ai découvert quand je l'ai appris, donc faut juste l'apprendre. En fait, une durée, ça correspond à 4 nombres entiers successifs. Ici, ça va être le nombre de jours, le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de secondes. Et évidemment, quand je mets ça, j'ai juste mis une liste de chiffres. Il y a également une fonction partagée qui existe déjà, duration, qui vous permet d'avoir la durée avec ces 4 arguments-là. Et une durée, pareil, si on n'est pas confiant, on teste. Ici, hop, durée, ça donne quoi? Et là, voilà, c'est tout simple, ça vous donne 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde, tout simplement. Donc là, on enlève cette partie-là. Et en fait, déjà, rien que là, on va voir en fait notre liste de dates. Puisque là, on a bien généré une liste de quoi? De dates qui commence au 1er janvier 2020, qui dure 365 quoi jours. Donc évidemment, encore une fois, il y a un petit souci, c'est que ça s'arrête le 30 décembre. Bon, évidemment, si je mets en dur 366, je vais avoir un problème 3/4 du temps, donc c'est pas une solution. Donc on va essayer de changer ça. Moi, par exemple, ce que je peux faire, alors on peut variabiliser un petit peu ça, on peut dire j'ai une étape qui me donne mon start date. Mon start date, c'est quoi? C'est ça. Hop. Et du coup, maintenant, mon paramètre, mon autre variable, ça va être simplement d'utiliser mon start date. Donc j'ai créé start date, j'ai juste créé sur une étape à part. Et dans ma source, je vais utiliser en lieu et place de ma fonction qui appelait 1er janvier 2020. J'ai rajouté une virgule, vous avez vu, j'ai rajouté une étape avant, sauf que les étapes, la règle dans un script M, c'est que c'est séparé, toutes les étapes successives, les différentes transformations sont simplement séparées par une virgule. Alors, tout ce qui va être indentation ne sert à rien, à part pour nous, pauvres êtres humains que nous sommes, on aime bien lire un truc lisible. Donc, lui, il s'en fiche, vous pouvez ne mettre aucun espace, aucune indentation, etc. Bon, par contre, quelqu'un qui créera un code tout à la ligne, sur la même ligne, je pense que on serait pas content, donc on évite de le faire, évidemment, pour que ce soit lisible, tout simplement.
Donc si je fais ça, j'ai rien changé à mon problème, hein. J'ai juste variabilisé une étape de plus pour avoir le point de départ et utiliser ce point de départ-là. En fait, on peut pousser le truc un peu plus loin. Je peux évidemment avoir une end date, hein, ça vous l'avez vu venir. Et en fait, c'est pareil, il y a une fonction pour ça, pour avoir la date. Alors, je commence par mettre. Je veux sortir une date. Donc, c'est des fonctions de type date. Et alors, normalement, si je mets end, je vais pouvoir trouver mon bonheur. End of year. Donc ça, si je vais là-dessus et que je vois le tooltip, retourne la dernière datetime valeur de l'année. Ça renvoie une datetime. Je pense que ça posera pas de problème normalement. Donc, il faudra peut-être le cast en date. S'il y aura peut-être un souci, on va voir. Autant le provoquer, l'erreur. Et du coup, moi, je veux donc la dernière date de l'année. De quoi ma date de départ, hein, tout simplement. Je commence le 1er janvier. Je veux que ça finisse le 31 décembre. J'ai juste à spécifier ça. Et ce que je vais pouvoir faire, alors pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais je vais voir un petit peu le résultat que ça donne. Et alors il disait date time, vous voyez, là c'est une date. Bon, on va laisser comme ça, c'est très bien. Et là, il nous renvoie bien le 31 décembre. À nouveau, encore une fois, je veux donc le par, le nombre de jours, NB days. Je fais la différence entre mes deux dates, tout simplement. Donc c'est end date moins start date. Encore une fois, vous voyez, utilisez l'IntelliSense, ne tapez pas tout inutilement, faute d'orthographe qui vont arriver tambour battant. Là, il y a juste à commencer à taper les quelques caractères, à utiliser les flèches directionnelles ou votre souris, et vous êtes parti. Alors c'est pareil, encore une fois, on va tester au fur et à mesure. Ça rajoute une nouvelle étape, qui ici, vous avez vu, la différence entre deux dates, c'est pas un nombre, c'est une durée. Vous allez me dire, ça tombe bien. Mais non, là, on ne veut pas l'utiliser dans la partie durée de la fonction, on veut l'utiliser dans le nombre de jours, qui est censé être un nombre entier. Et là, si vous regardez, on a encore un autre souci, c'est qu'il m'a remis 365. C'est normal, la différence entre deux dates, en fait, si on veut le nombre de jours entre les deux, il faut rajouter plus 1. Voilà, tout simplement. Donc en fait, là, on a deux choses à faire. Convertir la durée extraire le nombre de jours de la durée. Les fonctions de durée, je vous le donne en 1000, ça commence par duration. Sauf que là, il y a une majuscule et c'est plus avec un dièse, puisque c'est pas la fonction duration, c'est la liste des fonctions de la bibliothèque duration. Et là, on va vouloir, alors il y en a deux, il y a total days et days. Alors si on met le tooltip, return the day part of this duration, et ici, il faut que j'y aille comme ça, return the total days this duration spawns. C'est très simple, pas si compliqué que ça. En fait, là, quand vous faites days, hours, minutes, ça vous retourne juste la partie entière. En gros, vous mettez des œillères, vous regardez juste ce qu'il y a sur la partie qui vous intéresse. Donc là, si j'avais 365 jours et 12 heures, en fait, j'aurais pas, avec days, j'aurais 365. Avec total days, j'aurais 365,5. Voilà, ça vous met le total de jours, en comptant les décimales finalement. Voilà, j'ai envie de dire, on s'en fiche. On aura des nombres entiers, donc on peut utiliser l'un ou l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quand même un nombre entier. Et alors, vous avez vu, il m'a supprimé un truc parce que si vous avez votre curseur trop près d'un texte, il a tendance à faire ça. C'est pas très très grave. Donc, duration day de cette différence, on sait que ça rend une durée auquel on rajoute plus 1. Donc, j'ai une date de départ, j'ai une date de fin qui est déduite de la date de départ avec la bonne fonction. Je crée mon nombre de jours en extrayant la durée de la différence de deux dates, plus 1, pour les raisons qu'on a vues un petit peu avant. Et du coup, là, on peut le faire en deux étapes, mais je suis assez confiant, on va gagner un peu de temps, le temps est quasiment fini. Je peux remplacer ça pour utiliser le nombre de jours dans ma fonction. Et là, je vais avoir exactement la même chose, qui est de récupérer ma liste de dates, et cette fois, si je vais jusqu'en bas, 31/12/2020. Voilà. Alors là, attention, ça rend donc query 2, ça rend, vous voyez, là j'ai une icône de table, là j'ai une icône de liste. Bah oui, j'ai créé une liste de dates. Donc ça renvoie quoi? Un type liste, tout simplement. C'est pas une table. Donc c'est pas exactement la même chose. C'est pas juste une table à une colonne. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment le type liste. Et on va avoir toutes les fonctions liste par rapport à ça qui vont être utilisables. Là, en fait, je vais pouvoir vous montrer, parce que la fonction il y a pas mal d'arguments, donc je vais vous montrer juste en clic.
on a la table, donc le bouton Convert to Table, il vous le met automatiquement, c'est, vous voyez, les outils de liste. Il va vous proposer donc de convertir ça. Là, en fait, est-ce qu'il y a un délimiteur? Bah non, en fait, le délimiteur, c'est directement dans les cellules, donc il n'y a pas de liste avec un point-virgule ou autre délimiteur. Et en gros, il vous demande comment gérer les erreurs. Bah là, par exemple, c'est de sélectionner que bah, s'il y a une erreur sur une des valeurs, il y a juste la valeur erreur qui arrivera. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. En fait, sauf erreur, je crois que tout ça, c'est complètement optionnel. On va vérifier ensemble. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, c'est je crée une table à partir d'une liste. Ma liste, elle est où? C'est mon étape source d'avant. Et bah, en fait, il faut, quoi qu'il arrive, spécifier le délimiteur en disant que là, bah, c'est délimité par rien. Bon, je sais, c'est un peu stupide, mais malheureusement, on ne peut pas mettre nul. On est obligé de spécifier quelque chose ici. Les autres options, c'était des options par rapport à comment gérer les erreurs, notamment. Voilà. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail ici pour gagner un petit peu de temps. Et en fait, bah, l'intérêt derrière, c'est après de pouvoir transformer ça donc enfin en fonction. Alors évidemment, je n'ai pas fait d'autre chose, mais faudrait, là je vais aller un petit peu plus vite, mais faudrait renommer, hein, mettre que la colonne s'appelle date, c'est pas colonne 1. Faudrait typer pour faire en sorte que la colonne soit bien de type date. Donc là, je peux vous montrer le script que ça donne, histoire de vous montrer. C'est des fonctions de table. On renomme une colonne de table, on transforme les types de table. Donc ça va tout le temps. Vos transformations vont souvent commencer par table. Hein, vous manipulez généralement des tables. Et en fait, ça va tout le temps se sourcer de l'étape précédente, enfin, quasiment tout le temps. Et ça attend une liste de couples de dates. Ancien nom, nouveau nom. Et en fait, on peut les séparer, avoir plusieurs colonnes, transformer plusieurs colonnes. Alors, petit tips, pro tips, quand il y a un S à la fin de la fonction de transformation, généralement, c'est qu'on peut mettre une liste d'éléments pour faire la même transformation sur plusieurs colonnes, en l'occurrence. C'est tout bête. Et là, par exemple, si je vous mets le contre-exemple, si je veux ajouter une colonne, on voulait ajouter l'année, par exemple, add year, c'est une fonction table, c'est la première en plus. Là, c'est add column, il n'y a pas de S, d'accord? Et ici, bah, j'ajoute ma colonne à quoi? À mon étape précédente. Je dois nommer ma nouvelle colonne, elle va s'appeler year, et je dois donner la fonction qui va générer la valeur de chaque ligne. Alors c'est là où il y a un petit mot-clé, quand on génère des valeurs pour chaque ligne, c'est en fait on doit mettre le mot-clé each pour chaque ligne. Tu m'extrais l'année de ma colonne date, hein, tout simplement. Donc la colonne date qu'on a typée avant, oui, parce que ça doit être bien typé. Donc je veux l'année de la date qui est contenue dans cette colonne. Alors c'est là où en M, il y a pas mal de choses à retenir. Quand on met une liste, c'est des accolades, liste d'éléments. Quand on fait mention à une colonne, au contenu d'une colonne plutôt, c'est entre crochets. Et quand on fait juste mention, qu'on veut nommer une colonne, là c'est en fait c'est juste une chaîne de caractères parce que c'est juste du texte. Donc là il y a toujours des petites confusions, ça arrivera entre quand est-ce que je nomme ma colonne via son nom ou j'ai fait référence à son contenu. En fait c'est ça, c'est quand j'ai le contenu c'est avec des crochets, quand c'est le nom d'une colonne c'est juste une chaîne de caractères. Donc voilà, faire attention à ça. Oui, apparemment, il y a des personnes qui découvrent pour le S. C'est un vrai type, ça, je rigole pas. Hein. Quand il y a un S derrière, c'est que vous pouvez enchaîner la même transformation sur une liste d'éléments et pas refaire 3 fois transform column type, transform column type, transform column type. Qui du coup est dommage parce que vous ne factorisez pas vos développements. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle colonne. Là, attention, si je ne change pas mon étape de fin, je continue d'avoir comme résultat l'étape précédente. Si je fais ça, ça va me rajouter, sauf erreur, voilà, très bien, ma nouvelle colonne. Qui n'est pas typée, c'est pas bien. Et dans la add colonne, on peut typer, c'est ce que j'avais fait déjà tout à l'heure. C'est un nombre entier. Alors, généralement, on a type quelque chose. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait une exception. Pour les nombres entiers, ça parlera peut-être à des développeurs, mais en fait, on va avoir les int 16, 32, 64. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est le nombre de places associées pour la taille en fait des nombres entiers. Quand on a juste des nombres qui sont petits, ça ne sert pas de réserver beaucoup de place.
Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Là, on va mettre un int16 très bien. Mais voilà, je crois que par défaut, il vous mettra tout le temps int64. Bon, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à modifier par là d'ailleurs. Ok. Je crois que si je mets int64, là, il va mettre le nombre entier de base. Vous voyez, c'est bon. Bref, c'est pas très grave. Ça, on s'en fiche un peu. Et en fait, du coup, là, on a une fonction. Évidemment, si vous vouliez ajouter plus de colonnes, bah, vous pourriez. Hein, c'est pas très compliqué, ne serait-ce qu'en clic, hein, tout simplement. Ajouter une colonne qui extrairait. Donc, on sélectionne la colonne date. Plein d'informations de date. Hein, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Alors, quand on fait du script, on peut aussi être un petit peu malin et juste prendre toute cette étape-là et faire plein de copier-coller. Changer ce qu'il faut. Je ne vais pas le faire parce que ça prendra un peu de temps, on a bientôt fini. Mais là, on peut ajouter autant de colonnes qu'on le souhaite. Attention, si vous faites ça, je vais le faire juste une fois à la limite, copier-coller, il faut changer le nom de l'étape. Je vais rajouter le mois, par exemple. Il ne faut pas oublier de relier à la bonne nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on enchaîne en ajoutant à ce qu'on vient de créer à chaque fois une nouvelle colonne. Sinon, en fait, vous ajoutez une colonne à la première étape et vous rajoutez une nouvelle colonne à toujours cette première étape. En fait, vous avez oublié qu'il y avait une étape entre les deux et celle-là, elle est complètement passée sous silence finalement. Vous la sautez. Donc, il ne faut pas oublier de bien enchaîner. Hein. Toujours, hein, B va faire mention à A, C va faire mention à B, etc. dans l'ordre des étapes. Et là, je ne recrée pas la même colonne, hein, parce que sinon, il va me dire il y a déjà une colonne qui existe qui a ce nom-là. Et on met la bonne fonction qui va de toute façon aussi renvoyer un nombre entier, puisque là, c'est le numéro de mois. Donc, je peux laisser le même type. Et pareil, on fait cette dernière transformation pour ajouter le mois. Bon, voilà, on peut le faire à l'infini, hein, enfin, avec toutes les infos qui vous passent par la tête. Ça, vous pouvez le garder, ce script, et le réutiliser. Et donc, si on veut en transformer en fonction, eh ben, on refait comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. On rajoute une petite ligne avant le let. On ouvre les parenthèses. On crée une table à partir de ce script. C'est un petit mot-clé, hein, j'avais pas trop enchaîné dessus, mais égal chapeau, ça fait une flèche. Et ben voilà, hop, on a un opérateur pour dire j'utilise la liste de ces opérations-là. Voilà, faut juste le savoir, encore une fois. Et donc là, bah, si on est malin, on essaie de réfléchir à ce qu'on voudrait mettre en argument. Alors, je pourrais mettre start date et end date, et il se débrouille avec ça. Là, dans notre cas, finalement, si on met juste un argument avec le start date, bah, on est parti en fait. Il nous fait juste une date de départ, et hop, on est parti. As date, on enlève tout ça. La beauté du truc, c'est que j'ai nommé mon paramètre comme mon nom d'étape d'avant, donc bah, il fait le lien. Hein. Tout ça, c'est bien ce qui est utilisé. Vous voyez, vous mettez votre curseur sur un élément, il vous le surbrille tout à chaque fois que c'est mentionné. D'ailleurs, petit tips, on évite de faire ça là. Vous voyez, automatiquement par clic, il m'a mis des dièses guillemets. Là, il me les a pas mis. C'est tout simple, hein, c'est parce qu'il y a des espaces. En fait, ça, on évite quand on code. C'est beaucoup plus compliqué en fait de coder comme ça. Pour une raison toute bête. Hein. Là, vous voyez, si je mets un underscore et que je mets plus les guillemets et dièses, etc., je peux double-cliquer sur mon élément, ça me sélectionne tout, copier-coller. J'ai enlevé tout mon truc ici pour le remettre. Hein. Là, si je fais ça, bah, ça me surligne juste le mot-clé. Et ben, en fait, c'est une perte de temps. Vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de contre-indication particulière. C'est plus des bonnes pratiques de développement qui vous permettent simplement d'aller plus vite. Voilà, tout simplement. Bon, je ne vais pas le faire là, histoire de laisser une petite aberration, c'est pas très grave. Et donc là, on a notre fonction, vous voyez, qui attend une date de début. Si je mets, c'est une date, si je mets par exemple le 5 novembre, bon, ça va me créer le calendrier à partir du 5 novembre. On pourrait pousser le truc en disant n'importe quelle date, je vais d'abord récupérer la date de début de l'année. S'il y a une fonction fin de l'année, il y a évidemment une fonction début de l'année, vous inquiétez pas, qui vous permet de créer vraiment le calendrier de l'année totale pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le but du sujet, mais il faut avoir un calendrier complet hein, pour faire du DAX. C'est plus pratique pour les fonctions de time intelligence, c'est même mandatory. Donc, pas hésiter à faire ça. Là, c'était pour vous montrer l'exemple. Donc, vous voyez, ça, c'est des cas d'usage. Créer, donc, variabiliser ses requêtes, créer une fonction pour transformer plusieurs de fichiers dans un dossier, créer une table calendrier, ce sont des, je vais la renommer, ce sont des cas d'usage qui sont très formateurs.
et il l'a renommé correctement, c'était PQuery 2, qui sont très formateurs pour pouvoir prendre un petit peu plus de confiance en soi sur le M. En fait, voilà, ça vous permet vraiment de coder des choses, d'apprendre et justement de progresser dans ce langage qui n'est pas si évident que ça. Alors, je n'ai pas plus, parce qu'on là, on va finir, je vais vous laisser un petit peu de place pour les questions, mais j'ai pas plus pris le temps de vous montrer les bénéfices de savoir faire ce genre de choses. Si je devais au moins en nommer une, c'est déjà d'aller un petit peu plus vite dans l'édition de certaines requêtes. Ça arrive très souvent je commence au clic, et il faut faire au clic, c'est très bien, ça permet de gagner du temps. Mais après, éditer, ça peut être de temps en temps plus compliqué de revenir dans l'étape, de modifier en allant, soit en supprimant l'étape et en recommençant, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, soit en allant dans les paramètres de certaines étapes. Alors là, je crois que j'en ai pas forcément en exemple. Si, voilà, voilà, de revenir dans les paramètres de certaines étapes. Ça peut être un peu plus long. Juste de savoir éditer, vous voyez, comme je l'ai fait tout à l'heure pour retyper certaines formules, ça va beaucoup plus vite dans le développement. Ça vous permet de débugger aussi un peu plus vite vos requêtes, de modifier plus vite, d'éviter de multiplier les étapes. C'est-à-dire plutôt que de faire 3-4 étapes pour une chose que vous pourriez juste faire en une, si vous saviez faire du M, ça vous permet vraiment de factoriser vos développements. Donc, il y a des gros intérêts à savoir faire ça. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'il y a certaines transformations qui, si vous ne savez pas faire de M, en fait, vous pouvez juste pas les faire. Par exemple, je vais rester sur un exemple, faire un groupe by d'une table. En fait, les fonctions d'agrégation qui sont listées ici sont assez limitées au final. Et par exemple, de dire je fais un groupe by où je vais concaténer des chaînes de caractères, et en fait, ça, on ne peut pas le faire. Vous voyez, j'ai une liste d'éléments, je voudrais, moi, avoir pas le min ou le max de mes dates, mais je voudrais avoir dans une colonne la liste en texte séparée par une virgule de mes dates, où j'ai, je sais pas moi, où j'ai fait un truc des virements, voilà, un truc comme ça, bon, je sais pas trop quoi, ou des prélèvements, voilà, la liste des dates où il y a un prélèvement. En fait, je peux pas faire l'agrégation comme ça. Et en M, vous pouvez faire une agrégation toute bête avec un clic et éditer après la fonction qui aura été créée. Et là, par exemple, c'est un contrôle. Là, en fait, je pourrais très bien faire un table liste valeur et la concaténation de mes trucs. Et ça, en fait, c'est des fonctions des transformations que vous ne pourriez pas faire si vous ne connaissez. Alors, il n'y en a pas tant que ça, des transformations que vous êtes obligé de coder. Mais dès que vous allez un peu plus loin dans le truc, en fait, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes assez limité juste par les clics. Et ça vous permet de vous débloquer. Donc voilà. J'espère que la présentation vous a plu sur cette partie-là. Pour conclure, et après je laisse la place à des questions, comme Marie vous l'a déjà mentionné, le 27 novembre, donc la semaine prochaine, on a un meet-up des Marseillais, Marseille-Aix de Joël et Franck sur le Power BI Premium. Et j'ai rajouté également la petite mention dans 2 semaines, 2-3 semaines, le 7 décembre, meet-up animé par Jean-Pierre et Tristan sur la sécurité, alors tour d'horizon autour de la RLS. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y connecter. Écoutez, maintenant, je vous laisse place à vos questions, à vos remarques, à vos interrogations. On a un petit peu de temps devant nous, un peu débordé quand même. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et que vous aurez envie d'en faire un petit peu plus de votre côté. Thomas, il y a une question dans le chat qui va faire référence à une discussion qu'on a eue, toi et moi. Est-ce que tu as des livres sympas à recommander sur le M? Justement, il n'y en a pas. Et Marie, comment dire, fait la mention de ça parce que moi j'aime bien cette partie-là et je réfléchis peut-être à publier du contenu sur ça. Donc écoutez, restez connectés, on verra ce qu'il en a à dire. Mais c'est vrai que à ma connaissance, peut-être que d'autres personnes auront des informations là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de contenu là-dessus en tout cas sur le M à proprement parler. Je crois qu'il y a un petit truc sur Azure Data Factory, mais qui parle très très peu vraiment du M, c'est plus Azure en tant que tel. Voilà. Après, sauf toute la doc, merci, sauf toute la doc de Microsoft qui existe. Moi, je parlais d'un livre un peu plus élaboré peut-être sur cette partie-là. Mais oui, je crois que c'est Jean-Pierre qui met la doc officielle, qui a bien raison. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que j'ai appris. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mentionner, évidemment. Je vois que c'est le cas. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions
à ce sujet. Shard dans une requête vide. Oui, c'est une bonne, une bonne remarque. On est capable en fait de créer, d'avoir la liste de tous les objets en fait disponibles en M en faisant un shared, un dièse shared. Ils l'ont changé, pourquoi c'est en rouge? Avec pas d'argument peut-être? J'ai raté un truc. Ils l'ont modifié ça? Ah avant c'était le cas. J'ai raté quelque chose? Ah oui, je n'ai pas hésité jusqu'au bout. Tu partages pas ton écran. Ouais, je remonte mon écran. Il me semblait que ça marchait. Ou alors maintenant c'est juste dièse shared. J'ai raté. Ouais. Avant ça marchait. Bon, alors il faudra que je regarde. Avant ça marchait pourtant. Qui permet en fait de lister la liste de tous les objets en fait dans votre dans Power Query. Donc il y a la liste de vos tables et évidemment il y a la liste de toutes les fonctions qui existent, fonctions partagées ou autres, qui sont disponibles. Bon là je n'arrive pas à le faire marcher, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, c'est pas très grave. Peut-être après réussi. Sinon, tu as Ah une question. oui. Ouais, tu l'as vu. Pouvons-nous appeler une fonction dans d'autres tables du Power BI? Ah bah oui, c'est une fonction dans d'autres tables du PBX. Oui, oui, du même PBX, il n'y a pas de souci. Si vous voulez appeler une fonction dans d'autres PBX, en fait, il faut juste copier-coller le script, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas possibilité actuellement de publier, de partager des fonctions que vous auriez à partager entre plusieurs fonctions. Par contre, dans le même PBX, justement, hein, c'est ce que je montrais tout à l'heure, on est capable sans souci d'appeler ces fonctions-là dans une autre requête. C'est un peu ce que j'ai fait pour le dossier. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, vous pouvez le faire dans n'importe quelle fonction, évidemment. Encore une fois, gardez à l'esprit, hein, si vous avez une transformation que vous voulez faire dans plusieurs tables, plutôt que justement de la refaire à chaque fois et potentiellement, si elle doit être modifiée, de la modifier à chaque fois. 3, 4, 5 occurrences dans vos 5 tables, vous le faites dans une fonction, donc vous avez qu'à modifier une fois, que vous pouvez appeler dans plein de tables différentes, à votre convenance. Oui, Thomas du Croquet a bien réussi à faire le dièse share. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Et effectivement, je crois que c'est Jean-Pierre qui a raison sur la privacy des data. Comme j'ai déjà des données, il met un petit truc en rouge. Tout ce que c'est transposable dans un data flow. Tout à fait. C'est du script M. Il faut quand même savoir qu'il y a quelques de mémoire, il y a quelques fonctions M qui n'existent pas dans Dataflow. C'est tout bête, hein, il y a par exemple pas la liste exhaustive des mêmes connecteurs. Donc par exemple, des fonctions qui feraient appel à des connecteurs qui seraient que dans Desktop et pas dans Dataflow, les fonctions n'existent pas dans Dataflow. Après, sinon, on peut faire dans Dataflow qu'on est capable de faire dans le Desktop. Au Delta, encore une fois, de quelques transformations qui sont plus liées à des connecteurs, hein, encore une fois. Et encore une fois, l'enregistrement, alors pour ceux qui sont arrivés après coup, on a enregistré ce meet-up avec les questions, on continue d'enregistrer et il sera disponible sur YouTube incessamment sous peu, hein, dès qu'on fait l'upload, on essaiera de le faire dans la foulée. Voilà, donc vous inquiétez pas pour ça, on aura bien la présentation sur YouTube.